Et aussi longtemps que cette chaleur va pouvoir pénétrer, à un moment donné, elle va atteindre la surface intérieure. Alors ça, c'est d'autant plus vrai quand on a des combles aménagés. Donc, on a voulu gagner de la surface en gagnant les combles. C'est une erreur magistrale. Pour que ça fonctionne bien, il faut effectivement, et tu as raison, il faut, ce que j'expliquais tout à l'heure, de la densité, de la chaleur spécifique, mais il faut aussi énormément ventiler les sous-toitures. Et quand on a un point de rosée matérialisé, on remplace de l'air par de l'eau. Et le lambda de l'eau, c'est pas du tout le même que le lambda de l'air. On a même des gens qui nous posent la question, est-ce que le déphasage est utile l'hiver? Voilà. Oh, on peut être clair, hein, ça sert à rien. Non, mais on peut peut-être l'expliquer pourquoi. Moi, j'aimerais peut-être, avant d'aller manger, Oui, essayer d'aborder un point, oui. essayer de donner quelques explications sur le déphasage. Le déphasage, ok. Première chose, c'est que c'est pas parce qu'on a un élément qui a un bon déphasage qu'il va être utile, là où il est. Oui. Ça, c'est le Si premier. on déphase au sol, effectivement, ça ne va pas changer la face du monde. Hein. Exactement. Donc un isolant qui a un bon déphasage, il faut savoir où l'utiliser, dans quelles conditions. Oui, Ça, c'était le premier élément, parce que quand j'entends parler du déphasage, et on ne le contextualise pas. Donc, non, effectivement. ça, On a même des gens qui nous posent la question, est-ce que le déphasage est utile l'hiver? voilà. Oh, on peut être clair, hein, ça sert à rien. Non, mais on peut peut-être l'expliquer pourquoi. On peut expliquer. Alors, le déphasage, c'est effectivement écréter entre un delta T important, une température élevée, une température basse. Donc, on va essayer de limiter ce phasage-là. Et donc, on va déphaser. D'où le nom déphasage. Et on peut avoir une action sur un changement de température dans des temps très courts. De l'ordre, par exemple, l'été, il fait très chaud à midi et il fait beaucoup moins chaud à minuit. Donc là, on a 12 heures. Et effectivement, travailler sur 12 heures, c'est ça le déphasage. Hein. Et l'hiver, eh ben, on peut avoir effectivement des phases qui sont importantes en changement de température, mais c'est sur une semaine, 15 jours, 3 semaines. Bah, même pire que ça. Même pire. En général, à l'intérieur, il fait 19 degrés, Oui, théoriquement. c'est stable. À l'extérieur, il ne ferait jamais 19 degrés. Non. Donc on a une Ou alors un petit moment quand le soleil tape. voilà. Donc on va avoir, il ne peut pas y avoir changement de phase puisqu'on a toujours un flux Qui est permanent dans le même sens. dans le même sens. Voilà. Donc une fois que la pompe est mise en route, comme elle ne revient jamais en arrière, eh ben, le fait que... Ou si elle revient en arrière, elle revient jamais jusqu'à la base. Voilà. Donc le déphasage, c'est effectivement, il faut que la pompe, elle ait fait son cycle complet. Voilà. Et l'hiver, c'est pas possible. Par contre, l'hiver, on va avoir la diffusivité qui va être intéressante, hein, mais ça, c'est un autre sujet. On va avoir plein d'autres choses, mais c'est la résistance, tous ces trucs. Oh, voilà. Mais ça, c'est autre chose. L'inertie, plein de choses. Et donc, l'été, ce qui compte, c'est que, pour simplifier, le déphasage, c'est à 8 heures, le soleil, enfin à 5 heures, il se lève. Mais on met un pull le matin. Quand on sort, faire sa petite balade, promener le chien ou je sais pas quoi, à 6 heures du mat, petite laine. Hein. Par contre, à 10 heures, il commence à faire chaud. À midi, il fait hyper chaud. Hein. Et donc, si j'ai un toit et que je tape dessus, ben, à midi, j'ai déjà de la chaleur qui est pénétrée. Et aussi longtemps que cette chaleur va pouvoir pénétrer, à un moment donné, elle va atteindre la surface intérieure. Alors ça, c'est d'autant plus vrai quand on a des combles aménagés. Donc, on a voulu gagner de la surface en gagnant les combles. C'est une erreur magistrale, hein, d'un point de vue thermique. Hein. Et il faudrait garder un espace tampon. Quand on a des combles perdus, on souffre déjà moins de la chaleur. Mais donc, si on est à des combles habitables et qu'on a un matériau qui laisse passer la chaleur, ben, à un moment donné, il faut empêcher cette chaleur d'atteindre la surface intérieure. Donc, la face intérieure. Dans un temps donné. Le temps où il peut y avoir un changement. Le temps où il peut y avoir un changement de phase. Et donc, soyons clairs. Un flux d'énergie qui s'inverse. Voilà. Et
comment s'opère le changement l'été? Ben, c'est vers 11 heures que ça se met en route. Et de 11 heures jusqu'à 20 heures, 18 heures, 20 heures, on a vraiment la chaudière là-haut, elle tape, quoi. Le soleil, il tape. Et donc, pendant ce temps-là, ben, la chaleur, elle va traverser. Mais elle traverse d'autant plus vite un matériau qu'il est peu dense, parce que l'air est rapidement chauffé, donc ça transfère vite. Donc s'il n'est pas dense, c'est qu'il y a beaucoup d'air, et qu'il a une chaleur spécifique peu importante. La chaleur spécifique, c'est quoi? C'est combien une matière donnée va nécessiter de joules pour monter. En fait, l'expression, c'est réellement combien faut-il de joules pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg de matière. Et donc, selon la nature de l'isolant, ça va changer beaucoup. Si on a un isolant minéral, c'est de l'ordre de 800 à 900 joules, à peu près pour 1 kilo. Donc, que ce soit du verre, que ce soit du béton, que ce soit du granit, on a à peu près ces valeurs-là, on va dire entre 800 et 900 joules. 1 kilo. 1 kilo de bois, c'est entre 1800 et 2100 joules, selon la nature du bois, qu'il est plus ou moins dense. Donc, on a 2,5 fois plus. Quand on fait un isolant laine de verre, on nous met en avant qu'il a un lambda absolument phénoménal. C'est vrai, pas contester ça. C'est intéressant pour l'hiver. Mais ce lambda, il y a eu un rapport entre la densité et le lambda. Plus on est léger, moins on va avoir de densité et moins on va être en capacité d'accumuler. Dans des combles perdus, par exemple, de la laine de verre qui est soufflée, c'est 10, 12, 15 kg mètre cube. Le lambda n'est pas extrêmement élevé, donc il faut mettre 45 cm. On va dire en gros la moitié d'un mètre cube. Mais si on a 12 kg au mètre cube, on a 6 kg de matière. Là, présent ici. Si je prends une ouate de cellulose, elle a une chaleur spécifique qui est de l'ordre de à peu près 1800 joules par kilo. Et elle a un lambda qui n'est pas transcendant, je vais devoir mettre 33 cm environ, on va dire un tiers d'un mètre. Donc, par contre, elle est à peu près 30 kg de mètre cube. Donc, si je mets 33 cm, c'est un tiers de mètre cube. Si c'est 30 kg le mètre cube, j'ai donc 10 kg de matière. La laine de verre, je n'en avais que 6. Donc j'ai déjà presque le double en densité, mais surtout, mes 6 kg ont une chaleur spécifique chacun de 1800 joules. Ma laine de verre, chacun de mes 6 kg a une chaleur spécifique de 800-900 joules. Soyons scolaires et simplistes. Quelle est la capacité, parce que la chaleur, elle migre au fur et à mesure qu'on sature. Donc, si j'ai plus de densité, avec une chaleur spécifique plus élevée, ben forcément, dans ma ouate de cellulose, je vais avoir une progression qui est extrêmement lente. Qui va être plus lente. En tout cas, beaucoup plus lente. Donc, qui va permettre de se synchroniser avec les inversions de température. Voilà. Et il faut, je pense, c'est hyper important, c'est qu'il faut permettre ce désynchronisation. Si on a un isolant qui est coincé dans des éléments qui ne sont pas ventilés, où on ne permet pas le déphasage, la baisse en température, absolument. Eh ben, le système ne fonctionne pas. Non. Pour qu'il fonctionne, il faut effectivement permettre... Alors, il y aura une partie qui fonctionnera, parce qu'on aura toujours la partie rayonnement. Peut-être qu'on n'aura plus ce décalage de 12 heures entre le moment où l'énergie elle rentre et le moment où elle ressort. L'intérêt, l'idée, donc il commence à faire très chaud à 10-11 heures, jusqu'à 20 heures. Donc, on a en gros 20 heures. Ça nous fait 8 heures depuis le 12. On en met 2 avant, parce qu'il commence à faire chaud à 10 heures du matin. Donc, 8 plus 2, voilà. On a 10 heures pendant lesquelles ça risque de traverser. Après,
la la température naturelle, du fait que le Soleil se tend vers l'horizon, le rayonnement est moins direct, du fait qu'on est exposé avec une autre partie de la voûte céleste qui, elle, n'est pas soumise au rayonnement solaire, on commence à avoir un échange par rayonnement qui fait que ça part. Donc il faut atteindre 10 heures de déphasage. 10 heures de déphasage, quand on a un matériau qui a une forte chaleur spécifique, origine végétale, qui a une densité importante ou plus importante, donc là aussi l'origine végétale fait qu'on est obligé on densifie plus, c'est tout bête, hein. Enfin c'est tout bête, non, c'est simplement la logique, quoi, et la physique qui fait que on ne sait pas faire une ouate de cellulose à 20 km3. Le plus intéressant, c'est au niveau du toit. C'est au niveau du toit, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de masse. Il n'y a absolument aucune masse en dehors de la brique. De la tuile. Je parle de briques parce que, par exemple, autrefois, en Provence, on trouve des briquettes. Donc on avait la tuile, donc la tige de botte, la canale, on l'appelle comme on veut, hein, et on remettait une tuile dessous et on avait 10 cm d'échange d'air entre les deux. Ils avaient tout compris, les anciens. Alors, c'était pas parfait, mais leurs tuiles, elles n'étaient pas ajustées, donc ça ventilait comme ça voulait, hein. Et par contre, les briques, elles étaient bien posées les unes contre les autres, mieux jointives que les tuiles. Donc, il n'y avait pas de fuite possible par échange d'air. Par convection. Par convection, c'était en tout cas très limité avec le volume qui était dessous. Et donc là-dessous, alors l'hiver, ça apportait rien. Mais en Provence, l'hiver, ça va, c'est supportable, quoi. On peut chauffer, et puis les gens s'habillaient, ils ne mettaient pas un bonnet péruvien, mais ils mettaient le bonnet des Santons. Hein, donc ils avaient déjà eux aussi des bonnets. Hein. Donc voilà, et les femmes portaient une coiffe, les hommes portaient la casquette, le béret, selon qu'on est basque ou qu'on est... voilà. Donc on avait des moyens de se protéger. Et donc, maintenant, on n'a plus que la tuile, donc on n'a quasiment rien. Hein, et donc, effectivement, alors, tu parlais de l'épaisseur, on va mettre dans le descriptif les liens vers un article que j'ai écrit il y a quelque temps, qui traite du pourquoi la laine de verre a perdu son procès face à Actis, fabricant d'isolants minces. Alors, tout le monde a dit à l'époque, ça prouve que la laine de verre est nulle. Non, ça prouve rien. Ça prouve qu'à un moment donné, il y a eu une action intentée dans les tribunaux parce que Actis avait dit, avec un isolant mince, j'ai la même performance qu'une laine de verre, etc. Et donc, le tribunal a simplement dit, blanc bonnet, bonnet blanc. Ils ont débouté la laine de verre de son action dans les tribunaux. Et donc, ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre ou que l'autre est meilleur que l'un, c'est équivalent, quoi, hein. Donc, mais par contre, j'en ai profité pour expliquer pourquoi les deux sont à la même performance. Et entre autres, pourquoi la laine de verre n'avait pas pu gagner. Parce qu'en fait, au moment où le procès a été mis en route, la laine de verre n'était pas mise dans les conditions requises, à savoir qu'il doit y avoir une étanchéité au vent depuis l'extérieur, donc un film par pluie, ou équivalent, hein, donc ce qu'on appelle les HPV, les hautes perméabilités à la vapeur d'eau. Hein. Et donc, cet écran, maintenant, il est acquis qu'il faut le mettre. Hein, et donc, il ne le mettait pas. Et ça veut dire que le filet d'air, qui était chauffé, qui, par exemple, sous de l'ardoise, ne pouvait pas sortir parce que l'ardoise est quand même assez étanche. Les tuiles mécaniques, aujourd'hui, sont beaucoup plus étanches aux fuites d'air que les tuiles qu'on posait les unes sur les autres par empilage autrefois. Hein. Et on a limité un filet d'air de 15 à 25 mm à peu près là-dessous. Et cet air, on a mis des entrées en bas qui sont extrêmement généreuses. Donc l'air qui est déjà un peu chauffé peut entrer. Il est chauffé par le contact avec la tuile. Donc il monte de plus en plus vers le haut. Et à un moment donné, il devient très dense. Parce que de l'air qui est chauffé est plus dense.
Et comme il ne peut pas sortir ou mal vers la tuile, parce que les tuiles sont de plus en plus étanches, les couvertures tôle, c'est encore pire, c'est très étanche, au flux d'air, et qu'il n'y avait pas le film dessous, eh bien, ça sortait, ça pénétrait dans la laine de verre, à tel point que cette... Et comme les gens se sont mis à climatiser et à vouloir avoir 22, 23, 24 degrés dans leur habitat, ce qui est beaucoup trop bas en clim, il ne faudrait pas descendre en dessous de 28, par exemple, hein, eh bien, on a un air qui était... parce que l'été, on a beaucoup de vapeur d'eau dans l'air, ce que les gens ne comprennent pas. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. Hein. C'est de la physique et c'est constatable quand on le mesure. Hein. Et donc, cet air qui était très chaud, qui était très dense, qui s'est mis à migrer vers l'intérieur, on a eu à un moment donné, quand on climatisait dedans, des points de rosée qui se sont produits l'été dans l'isolant. Et l'isolant qui était déjà pas très performant, parce que par défaut de densité et par défaut de chaleur spécifique, est devenu d'un coup, avec un lambda qui ne compensait plus rien, déjà qu'il était très dégradé, et quand on a un point de rosée matérialisé, on remplace de l'air par de l'eau. Et le lambda de l'eau, c'est pas du tout le même que le lambda de l'air. Donc tout ça fonctionnait très mal. Hein. Et donc, forcément que d'expertise en expertise, tout ça a été mis en évidence. Hein. Et donc, pour que ça fonctionne bien, il faut effectivement, et tu as raison, il faut, ce que j'expliquais tout à l'heure, de la densité, de la chaleur spécifique, mais il faut aussi énormément ventiler les sous-toitures. Et donc, ne pas se contenter des 15 ou 18 ou 20 mm que le fabricant de tuiles nous dit « moi, ça va, pour moi, c'est bon ». Ça, c'est pour permettre d'éviter les condensations sous la tuile l'hiver, quand on chauffe énormément et si on n'a pas mis de pare-vapeur. Hein. Donc, il faudrait aussi développer la notion de pare-vapeur, comme quoi tout est lié. Hein. Mais donc, dans les pires conditions de mise en œuvre, avec des isolants médiocres, si je crée un filet d'air de 15, 18, 20, 22 mm, le fabricant nous dit, là c'est bon, moi je vous garantis qu'il n'y aura pas de point de rosée sous la tuile, donc il n'y aura pas de risque que la tuile, elle pompe cette eau, et que sous l'effet du gel, ma tuile, elle se délite et elle parte en plaque. Voilà. Donc ça, le filet d'air qu'on nous impose, il est pour l'hiver, dans les conditions qu'on a connues il y a 25, 30, 40 ans, quand tout était mis en œuvre de façon peu correcte, on dira, par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui et aux contraintes qu'on nous impose aujourd'hui. Par contre, l'été, 15 ou 20 mm de filet d'air et les trois pauvres tuiles chatières qu'on a au sommet de notre toit, avec de plus en plus des closoirs qui viennent nous étanchéifier au sommet des toits, etc. Donc, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut effectivement mettre 30, 40, 50 mm de ventilation sous la couverture et prévoir énormément d'échappatoires pour l'air chaud, qu'il n'aille pas pénétrer vers l'intérieur, mais qu'il fiche le camp vers l'extérieur. Surtout quand la nuit, en fait, c'est surtout. Là, et la nuit. Pour pouvoir permettre quand on mise là-dessus. Quand on mise là-dessus. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, il y a aussi un autre Ou point. moins bien. Le déphasage, mettre un isolant, compter sur son déphasage pour les murs. Là aussi, ça ne sert pas à grand-chose. Les murs, peut-être un petit peu sur le mur ouest, s'il n'y a pas de masse. Voilà, s'il n'y a pas de masse. S'il n'y a pas de masse. C'est pour compenser la masse. Mais s'il y a de la masse à l'extérieur, la chaleur spécifique du granit ou du béton, par exemple, effectivement, c'est 850 joules environ par kilo. Donc ça semble peu par rapport au bois. C'est la densité. Mais par contre, effectivement, un voile de béton, il y a quand même quelques kilos au mètre cube. Hein. C'est de l'ordre de 2 tonnes quand il est sec, 2 tonnes, 2 tonnes 2, selon qu'il a été plus ou moins vibré, etc. Il a accumulé beaucoup d'énergie. Il est en capacité... Et à partir du moment où l'isolant pourrait faire un rôle de déphasage, en fait, il ne pourra pas déphaser parce que de l'autre côté, il y a un truc qui a énormément d'énergie. Il n'a pas besoin de déphaser, puisque de toute façon... Il ne peut pas. Il ne sert à rien. Alors, il va nous être utile l'hiver. Mais l'été, non. Il n'apporte rien. Donc, en résumé, le déphasage, ça marche. Alors, il apporte, si l'été, quand il y a un mur à ossature bois. Oui, tout à fait, quand il n'y a pas de masse. Quand il n'y a pas de masse. Donc là, on remettra
donc le lien vers une maison à Ossaturbois, à laquelle j'ai participé, qui est à Avignon, ou en tout cas à 5 km du cœur d'Avignon, hein, c'est à Sorgues exactement. Donc pour ceux qui connaissent Sorgues, c'est la communauté urbaine, on dira, d'Avignon, quoi. Hein. Et donc là, on a une maison à Ossaturbois avec des murs qui ont 20 cm de ouate de cellulose, donc on n'a pas non plus là des choses absolument extraordinaires. Mais par contre, la ouate de cellulose, elle a été projetée humide. Elle est donc une fois sèche à 42 kg le mètre cube. Et en 20 cm, on a suffisamment de déphasage. Et le bardage bois qui a été mis est extrêmement ventilé. J'ai préparé, hein, donc j'ai énormément participé à ces choses-là. C'est le propriétaire qui a posé le bardage après. Mais en tout cas, nous, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça puisse circuler. Hein. Et il a bien suivi les consignes, parce qu'en plus, c'était un collègue. Donc, on a un reportage sur cette maison. Et là, effectivement, avec 30 cm de watts dans le toit, avec de la ventilation en quantité suffisante, avec un matériau à fort déphasage qu'est la ouate de cellulose, avec pour le coup en insufflation 55 à 60 kg le mètre cube dans le toit. Donc on a de la densité, on a de l'épaisseur, on a de la chaleur spécifique en capacité et on a une évacuation. Ben, cette maison, elle n'a pas de clim. Ouais, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne très bien. Et le maximum qui est connu, la propriétaire dedans, on a 16 ans de recul aujourd'hui, on est en 2023. Elle en a pris possession en 2007. On a connu quelques canicules depuis, et on a un collègue qui témoigne. Hein. Donc on mettra les liens vers ces vidéos-là. Et là, il n'y a pas de clim, et elle n'a jamais dépassé 26 degrés. Donc, en résumé, le déphasage, ça sert quand il y a dans des endroits où il n'y a pas de masse. Oui. Donc pour compenser cette masse. Oui. Et le deuxièmement, c'est quand on peut avoir, quand on permet, quand on laisse faire la possibilité d'un changement de face. C'est-à-dire que le matériau se charge en énergie. Oui. Donc, et l'énergie ne va pas jusqu'à, ou peu, jusqu'à le point où la personne se trouve. Elle n'a pas envie de capter cette énergie. Donc il n'y a pas non plus de possibilité d'accumulation de l'énergie dans tout ce qui est masse à l'intérieur de l'habitat, puisque ça ne rentre pas. Non, effectivement. Et donc il faut permettre ce changement de phase, donc de laisser l'énergie qui a été accumulée dans ce matériau sortir quand il fait des températures voilà. plus fraîches. Et donc, effectivement, le filet d'air important va permettre à l'air, parce que l'air est moins chaud la nuit que le jour. Par contre, partant de canicule, l'air peut ne pas se refroidir en dessous de 30 degrés, par exemple. Et à ce moment-là, donc, on va miser sur l'échange par rayonnement et la voûte céleste qui va s'occuper du peu qu'on n'aura pas pu évacuer, parce qu'on aura pu redescendre à 30 degrés, mais l'idéal, ça serait de descendre encore un peu plus bas. Hein. Et donc, chez Sylvie, tel est le prénom de la propriétaire de la maison dont je parlais, eh bien, ça n'a jamais dépassé les 26 degrés dans sa maison, parce que justement, on a aussi ce déphasage, enfin, cet échange par rayonnement avec la voûte céleste qui a été possible. Hein. Merci Claude, à très bientôt. À très bientôt Geoffrey, et merci de ton interview, parce que c'est tellement plus facile quand on a quelqu'un qui nous relance.